On parlait tantôt avant la pause de la Centrafrique où l'émissaire de l'ONU veut une hausse substantielle des casques bleus et on était arrivé donc avant la pause sur le constat que partageait Vivien Tomi de ce qu'il fallait finalement aller à cette élection. L'élection était importante. Vous savez que la Centrafrique a toujours eu de ces problèmes de division. Il ne faut pas se tromper. Même au niveau des religions, c'est une guerre qui ne finit jamais. Et donc, on montre peut-être une autre apparence à l'opinion internationale, mais en réalité, il y a de ces guerres religieuses qui n'ont jamais fini en Centrafrique. Et puis aussi, c'est vrai que la Centrafrique a toujours servi de base arrière à la confrontation de plusieurs puissances. Aujourd'hui, la Russie n'a pas envoyé ces éléments juste pour la paix. La Russie veut avoir aussi un regard sur la gestion de ce pays. Et vous avez vu que la Chine vient de se prononcer. La Chine a eu à se prononcer en faveur du gouvernement actuel de la Centrafrique. Je me rappelle que M. Patassé, Félix Ange, que nous connaissons très bien parce qu'il est resté même chez nous au Togo en exil, à la cité Oua à Gbalpedo ici, pendant longtemps avant de partir. Je me rappelle de sa dernière conférence à Lomé où on lui demandait vous êtes sûr que vous serez bien accueilli là-bas en Centrafrique? Il dit c'est chez moi, j'y retourne. Malheureusement, il va y mourir pour une raison banale parce qu'on aurait dû l'évacuer un peu plus tôt. Le pouvoir avait refusé de le laisser sortir. Alors, M. Patassé était parti à un sommet, je crois, de la francophonie. Et dans les couloirs, il a remarqué M. Bozizé, François. Et il lui pose la question, son chef d'état-major dans le temps. Il dit, mais depuis quand tu es venu? Il dit, ben, comme toi. Mais qui t'a invité? Il dit, mais les mêmes personnes qui t'ont invité. Alors, il dit, mais tu es mon chef d'état-major de l'armée, je ne peux pas voyager, toi aussi tu voyages, et pourquoi on ne prend pas alors le même vol? À un moment, M. Bozizé retourne, lui dit, mais écoutez, on se retrouve au pays si tu as la chance de revenir. Et M. Patassé veut rentrer dans son pays, on lui dit, il y a eu coup d'État. Ce n'est pas les médias qu'il est d'abord informé, et après il appelle le pays, on lui dit, mais tout a été changé, tu n'es plus président. Tu n'es même pas la bienvenue dans ton propre pays. Il était obligé de s'exiler. Alors, aujourd'hui, le même François Bozizé veut se représenter aux élections et on lui dit non, tu ne peux pas parce que tu ne remplis pas telle condition. Bien. Bref, sa candidature a été écartée. Et M. Bozizé, qui a été ancien président du pays, se permet le droit de dire qu'il soutient la rébellion, qu'il soutient les attaques contre le gouvernement officiel, qu'il soutient ces actes de terrorisme, ces actes qui font des pertes en vies humaines pour le pays. Mais je crois que c'est le monde en l'envers. Donc, beaucoup de Centrafricains, surtout les acteurs politiques, préfèrent plutôt garder leurs propres intérêts au détriment du peuple centrafricain. Parce que si M. Bozizé aimait vraiment son pays, je ne le vois pas en train d'encourager cette rébellion. Il devrait plutôt chercher les voies et moyens en tant qu'ancien président pour que le dialogue sincère, le dialogue franc puisse se faire pour aller à la paix. Parce qu'aujourd'hui, la question de la Centrafrique, c'est vraiment une plaie pour toute l'Afrique. Et c'est mauvais parce que de jour en jour, l'espoir d'une paix est en train de s'éteindre. Et c'est dommage. Samuel, oui. Et je voudrais ce que Tommy vient de déballer, ça prouve à suffisance que il y a une main extérieure qui nous aide à nous diviser, à ne pas nous attendre. Parce que quand vous parlez de l'embargo sur les armes côté pouvoir, alors que les armes ne se produisent pas en Centrafrique, où est-ce que les autres ont trouvé? Si vous parlez de la Russie, qui intervient avec les intérêts. Mais quand la Russie va venir, n'oubliez pas que avant que vous preniez une décision, vous devez être... La décision va se retrouver par rapport à vos expériences, par rapport à votre expérience, disons votre profil. La manière d'apprécier les choses sont différentes de ma manière, c'est par rapport à votre profil. Mais si les gens sont formés quelque part, si les gens ont eu à courtoyer des gens,
et où la mentalité a été renouvelée par cette formation, si les amis qui sont là pour protéger la personne veulent regarder une direction, il ne peut pas refuser. Donc, quand vous parlez de l'invitation du chef d'état-major de l'armée du président Félix Patassé, qui l'a invité? C'est à la francophonie. Ce n'est pas l'État centrafricain qui l'a invité. Ça veut dire que la main de l'extérieur compte surtout en Afrique. Parce que nous n'avons pas beaucoup de choses, nous ne fabriquons pas d'armes. Et c'est ça d'ailleurs. Et pourtant, nous sommes très riches. Nous avons tous les minéraux, tout ce qu'il faut pour fabriquer même les portables. Et c'est à cause de ces minéraux-là que les gens qui connaissent mieux l'utilisation de ces minéraux-là ne veulent pas que les élites, ceux qui sont en haut, puissent favoriser la population. Parce que favorisant la population, c'est au détriment de ses adversaires-là. Moi, je vois quelque chose. D'après ce que M. Vivien a dit, c'est nous-mêmes qui sommes auteurs de nos conflits en Afrique. C'est bien vrai. Si vous prenez le problème à la surface, oui. Il faudrait également remarquer... C'est nous qui ouvrons nos portes. Pour qu'on nous aide, comme tu l'as dit. Il faudrait remarquer que la métropole a utilisé un peu une faiblesse de notre culture. Celle qui veut que nous préférions tous être des chefs. L'hégémonie. La lutte d'hégémonie. L'hégémonie, elle est individuelle. Nous sommes à la table ici, il suffit seulement qu'on dise que toi, tu deviendras le chef de Samuel ici. Ton comportement va différer tout de suite et tu vas commencer par faire autre chose pour qu'il y ait un conflit qui naisse afin que tu puisses prendre la chefferie. Il y a cette hégémonie clanique, ethnique, que des gens ont su exploiter et pour nous opposer. Si Bozizé, sous d'autres cieux, connaissait sa place par rapport à son chef d'État, lorsqu'on l'invitait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Retransmettre la correspondance à son chef et dit, mais je me trouve invité, est-ce que vous êtes au courant? Non, le coup était déjà préparé. C'est ce que je dis. Parce qu'il a prêté le flanc. Oui, parce qu'il a prêté le flanc à l'hégémonie qu'on a élevé. Donc, vous voyez tous les conflits qui naissent en Afrique. C'est comme ça. L'histoire là date depuis la colonisation. Ou si nous pouvons aller au Dahomey, ou Béhanzin avec son frère Boliago, on dit juste, il suffit qu'on lui présente. Quand vous regardez, c'est cette faiblesse-là qui est exploitée et qui continue d'être exploitée jusqu'à cet instant, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien au niveau de toutes les oppositions qui prétendent un jour changer ce pays, dès que la question d'hégémonie arrive, chacun veut porter la rive comme chez les bananiers et ça donne droit aux autres. On ne peut pas accuser que les autres. On doit s'accuser aussi. C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est important. Il y a les deux parties. Notre culture est porteuse de ce que la métropole exploite aujourd'hui pour nous opposer. Donc, si nous voulons vraiment en sortir, il faut qu'on revisite la culture pour pouvoir nous donner une certaine... Mais dans le cas de la Centrafrique spécifiquement, est-ce que on peut penser que ce pays retrouve la stabilité sans l'aide extérieure? Moi, je ne veux pas uniquement me fier présence française, ONU, tout ça. Il ne faut pas trop se fier à ce que disent les médias occidentaux. La Russie est très engagée en Centrafrique. Elle a obtenu l'autorisation de survol de l'espace aérien. Elle a déployé d'importants armements aujourd'hui qui ont d'ailleurs même fait fuir les rebelles. Ça, beaucoup de médias occidentaux ne le disent pas et on sait pourquoi. Est-ce que la Centrafrique peut se passer de ce sérum-là étranger? Vous savez, c'est que le problème n'étant pas seulement que national, ayant des branches internationales, il faut nécessairement que la communauté internationale aide à la résolution de ce problème. Donc, moi, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est quand j'ai compris qu'il y a un rapprochement entre la Russie et la Chine. Ça, c'est un élément qui doit donner un peu espoir. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'avant que la Russie et la Chine n'élèvent leur voix pour dire nous sommes là, nous envoyons des soldats, il y avait déjà nos amis les Français et d'autres Européens qui étaient là. L'armée de la Centrafrique est formée nécessairement ou bien recyclée souvent par l'Union européenne avec un fonds européen et puis des experts qui viennent de l'Europe. Aujourd'hui, ce qui est sûr, la Russie, ce qui est sûr, c'est que aucune puissance ne peut à elle seule dire je vais régler le problème de la Centrafrique. Il faut nécessairement qu'il y ait un accord entre toutes les puissances présentes en Centrafrique et surtout le dialogue
national centrafricain doit permettre effectivement d'aller effectivement vers cette paix. Parce que, quoi qu'on dise, il n'y a pas de paix possible à l'extérieur. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire quand la guerre avait commencé. On a essayé de faire un dialogue à l'extérieur. On a proposé des choses. On a même nommé ou proposé un Premier ministre à l'extérieur. Mais tant que le problème n'est pas résolu au niveau national, tant qu'il n'y a pas d'assises nationales, tant que les acteurs eux-mêmes n'acceptent pas d'aller vers l'évolution ou la paix, je crois que c'est peine perdue. Aujourd'hui, je peux chuter en disant qu'aujourd'hui, avec la Centrafrique, ce qu'il faut espérer, c'est que la communauté internationale joue vraiment son rôle de force tampon. La MINUSCA demande déjà l'autorisation pour pouvoir pas seulement maintenir la paix, mais aussi agir pour mettre fin à la guerre. Parce qu'il ne s'agit pas de dire vous n'avez pas le droit de venir à Bangui, rester à votre position. Mais à un moment, si on se dit que c'est une rébellion armée qui tue et qui déstabilise, soit on soutient le gouvernement pour mettre fin à la rébellion en encourageant effectivement le dialogue pour aller dans le sens de la diplomatie, ou on ne veut pas qu'il y ait la paix et on laisse du désordre. Donc je crois que la communauté internationale doit aider la Centrafrique à retrouver la paix et les Centrafricains eux-mêmes, en commençant par les acteurs politiques, doivent faire un effort pour aller au-delà de leurs intérêts. On a mis beaucoup de temps sur ce sujet. Samuel, je voudrais seulement dire à Tommy qu'on risque que Centrafrique devienne la Syrie de l'Afrique. On va prier pour que ça... Et la rébellion, c'est pas seulement là-bas. Il y a le Nigeria, il y a le Tchad, il y a tout ça là. Le pari d'aller en rang serré aux élections législatives du 6 mars 2021 ne sera finalement pas tenu par l'opposition ivoirienne, malgré toutes les tentatives du président du PDCI, Henri Konan Bédié, de recoller les morceaux. Eh bien, les divergences nées ça et là dans le camp de l'opposition aura eu raison de l'unité d'action de toute la classe politique de l'opposition. En effet, le consensus tant recherché pour aller à ce scrutin n'a pas été trouvé. Et ce, donc, malgré que Henri Konan Bédié s'y était véritablement engagé. Kofi Kanitom, on se rappelle qu'avant la présidentielle, l'opposition a tout fait pour être ensemble, parce que c'était tous contre Ouattara. Maintenant, il y a les législatives. Comment on explique le retour de ces divisions? En fait, moi, j'avais commencé par me dire que l'échec puissant qu'ils ont eu face à Ouattara lors des présidentielles devait les discipliner et les amener à comprendre qu'en réalité, nous avons bien débattu ça ici, qu'il fallait quand même qu'ils aient un front unique pour affronter celui-là. Et quand bien même on a senti la présence extérieure, l'appui extérieur, l'accompagnement extérieur pour le maintenir au pouvoir, que si eux aussi s'étaient mis ensemble, ils pouvaient. Mais déjà là, il y a eu un clivage. Et même on a soupçonné un semblant de rapprochement de Bédié vers Alassane Ouattara à la fin des élections. Et c'est lui qui revient aujourd'hui et qui commence à mobiliser encore des gens pour les législatives. Déjà, ça créait de petites craintes parce que les échauffourées nées des campagnes présidentielles ne sont pas encore totalement dissipées. Oui. La deuxième chose, c'est que, je l'ai évoqué tantôt avec la Centrafrique, tout le monde veut être responsable et tout le monde veut être chef. Par exemple, à partir de Yopougon, j'ai vu quand il s'agissait de pouvoir mettre les 4 députés qui devaient se partager le siège de Yopougon. Déjà, les pros Afiguessan et Gbagbo ne s'attendaient pas sur la manière dont ils devaient positionner les personnes. Donc, ces petits effritements peuvent écarter largement des coalitions. Et c'est ce à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui, où on a l'impression que le PDCI et le FPI est en train de pouvoir mener une certaine suprématie sur les autres choses. Les autres partis. Les autres partis. Ça, c'est une évidence. En fait, ce que moi je veux dire, sincèrement, c'est qu'il faudrait que... Est-ce que c'est la densité des partis qui compte ou bien comment s'organiser pour pouvoir doter le pays aujourd'hui d'une assemblée qui soit capable de pouvoir aller contre un certain nombre de gabégies institutionnelles, corriger et ordonner à ce que des élections
transparente et puis bien organisée arrive. Parce que le tout commence par là. Hein. Ce que nous n'avons jamais compris en Afrique, c'est qu'il faut commencer par la base. L'honorable député, le maire est là, le maire est là. Il faut commencer par les locales. Bien conquérir la base, mettre maintenant une législature très forte, et maintenant vous pouvez parler du sommet. Alors, tout le monde peut être président sans avoir une base. Ouais. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu, je le rappelais, avant la présidentielle, l'opposition s'était mise d'accord. Ils avaient même une plateforme dans laquelle les actions étaient menées, la concertation de l'opposition. Et comment cette opposition n'a pas su, à l'époque déjà, savoir que bon, dans quelques mois, on a les législatives, il fallait déjà commencer par préparer les candidats. Et aujourd'hui, à l'approche de ces législatives, parce que c'est ce vendredi le deadline pour le dépôt des candidatures, on se divise. Vous devez savoir que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais les enjeux, c'est d'avoir plus de sièges que le parti de Ouattara. Mais quel parti? Au nom de quelle coalition? Est-ce qu'il faut créer un nouveau parti dans lequel on va mettre tous les partis de l'opposition pour dire que c'est C26, c'est la coalition telle, coalition Côte d'Ivoire, tant. Non. En fait, aujourd'hui, c'est aussi ça. Vous savez, les partis politiques, ils sont créés pour la conquête du pouvoir et l'exercer. Et donc, aujourd'hui, c'est normal que... C'est une guerre d'hégémonie, c'est ça? Non, c'est pas forcément ça. Mais, vous savez, au niveau des élections présidentielles, on veut une personne. Et à la tête, là, les gens savent que si nous sommes en coalition, que nous avons notre candidat gagné, nous pouvons partager le gâteau, nous pouvons partager la gestion du pays. Mais ici, c'est la représentation nationale. Ici, c'est plus le contrôle de l'action gouvernementale. Et chaque parti voudrait avoir au moins quelqu'un à l'Assemblée pour pouvoir proposer des lois, pour pouvoir apporter son action quand ce qui concerne les projets de loi et le contrôle de l'action gouvernementale. Donc ici, nous ne pouvons pas accuser les partis d'opposition parce que ça va être très difficile que le FPI se met avec le PDCI et comment ils vont faire les députés. On dira que le parti de Gbagbo a tel nombre de députés ou bien ils vont créer, ça c'est pas facile, c'est pas compliqué. Les gens, ils savent. Ce que nous pouvons peut-être dire aujourd'hui, c'est que après les élections présidentielles, le fait que Ouattara a pu passer par les moyens que vous savez tous aujourd'hui à garder son fauteuil. Donc, il faut forcément que les gens comprennent que la coalition n'a pas marché entre guillemets. Et donc, chacun va tirer leçon, va se préparer pour les élections législatives. En fait, avant que vous lui posiez cela, je veux apporter quelque chose. Vous voyez, moi, quelque chose m'intrigue. Autour de Gbagbo, il y avait Blé Goudé, il y avait Afigessa. Aujourd'hui, quand la législative s'approche, il y a le camp Blé Goudé qui s'oppose au camp d'Afigessa et les deux s'opposent à un autre camp qui parle de Gbagbo ou rien. Donc, déjà à ce niveau, il y a trois pôles qui se présentent. Le clivage n'est même plus PDCI et FPI, mais c'est des petites choses. C'est ça ce qui ne va pas. C'est pourquoi je vous parlais d'hégémonie. Chacun veut porter la rue. C'est tout. Alors, on se rappelle déjà que la semaine dernière, il y avait certains petits partis qui étaient membres de la coalition de l'opposition qui avaient pris leur distance de la plateforme des partis et regroupements politiques de l'opposition. On comprend qu'il y a l'appétit des législatives, mais finalement, il faut aussi savoir raison garder dans ce genre de positionnement où il faut mettre des candidats. Mais les grands ont leur mot à dire. Bien sûr que les grands ont leur mot à dire, puisque, vous savez, pour les législatives,
en réalité, ce n'est pas tellement les mêmes enjeux que pour la présidentielle. Pour la présidentielle, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Du moment où, si nos partis s'entendent sur un ou deux candidats, on voit peut-être celui qui peut le mieux passer et donc on le choisit. Donc le reste, on va peut-être signer un contrat politique secret pour l'après-présidentielle. C'est tout. Si jamais on gagne, voilà, toi tu pourras prendre la primature, toi tu pourras faire ceci. Donc on se met à fond pour faire la campagne. C'est pas comme dans d'autres pays où on crée juste une coalition, mais les autres partis politiques n'apportent pas leur contribution financière. Parce qu'en réalité, quand on crée une coalition, on ne laisse pas juste le candidat tout financer, puisqu'il faut apporter aussi sa contribution pour que, après la victoire, on puisse se dire, ben, écoutez, pour le gouvernement, nous réclamons ceci suivant l'accord qui a été signé. Mais dans plusieurs pays africains, il y a beaucoup de partis qui soutiennent les candidats, surtout au niveau de l'opposition, mais en réalité, ce n'est que un soutien dans la bouche, un soutien sur papier, mais il n'y a rien de concret en termes d'apport. Maintenant, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'après la victoire, on peut toujours critiquer, mais bon, c'est quand même la victoire, puisque la Cour constitutionnelle l'a déjà acté, donc il n'y a plus à dire autre chose, la victoire de M. Ouattara Alassane. Il faudra que les partis fassent attention de ne pas perdre aussi l'Assemblée nationale. Parce que si jamais l'opposition n'arrivait pas à avoir un nombre suffisant de députés pour pouvoir peser un tout petit peu sur les décisions de la représentation nationale, là, c'est que petit à petit, Ouattara aura réussi à faire à anéantir l'opposition comme dans certains pays cela a été fait, ou au moins à l'affaiblir complètement. Aujourd'hui, les choix portés sur les candidats éventuels pour représenter la coalition devraient tenir compte de beaucoup de choses. On devrait plutôt oublier ces considérations, ces petites querelles de chapelle, ces petites querelles du plus beau coq du village. Il fallait plutôt penser à l'intérêt de la nation, en commençant par l'intérêt de l'opposition. C'est-à-dire que si nous arrivons à remporter effectivement les sièges dans plusieurs circonscriptions, nous pouvons peser un peu sur les décisions pour que M. Ouattara n'ait pas un boulevard devant lui. Mais le reste, je crois que c'est une question naturelle. C'est comme le concept d'Édipe. Il faut que Édipe, à un moment, quand même, tue aussi son père pour qu'il vive, parce que le père ne va pas continuer à vivre longtemps. Donc, en politique, c'est plus flagrant, parce qu'à un moment, beaucoup veulent quand même que ce ne soit plus tellement Gbagbo qui soit tout, mais il y a aussi les conservateurs qui disent Gbagbo ou rien, et puis il y a cette guerre entre le PDCI, le FPI qui ne dit pas son nom, et au niveau de chaque parti, maintenant, il y a aussi deux petits problèmes. Donc, je crois que l'opposition doit faire un effort pour élever un peu le niveau du débat, aller à l'essentiel, c'est-à-dire avoir une grande majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir au moins peser sur les décisions du pouvoir. Dans ce cas, c'est le parti de Ouattara qui doit se frotter les mains. Oui, le parti de Ouattara doit se frotter les mains. Pourquoi? Parce que, vous avez posé le problème des grands partis. Aujourd'hui, pour les législatives, en principe, dans les principes, cette idéologie ne devait plus exister. Parce que s'il y avait grands partis, ça veut dire que vous avez les capacités d'installer des députés partout. Si vous allez à la coalition, c'est parce que vous pensez qu'il y a certains dont vous devez ramener qui ont aussi des capacités de briguer des sièges en des lieux. Non, mais l'idée de la coalition, c'est d'être encore plus fort et plus renforcé. Non, c'est ce que je dis. Oui, c'est ça. Si je le dis, c'est parce que je sais que je ne peux pas avoir tous les sièges partout. Or, vous, votre parti, quoi bien, il n'est pas aussi grand, il n'est pas aussi fort, a au moins un fief quelque part où nous pouvons compter vos installations. Comme on le dit en politique, tout le monde est né quelque part. Voilà. Donc, vous avez votre capacité là-bas. Et à m'associer à vous, parce que dans ma densité, je sais que je ne peux pas aller conquérir un siège là-bas sans vous. Donc, je vous mets à côté pour que vous puissiez conquérir ce siège, pour ajouter à mon piège. Et c'est ce qui va nous donner la majorité au Parlement, afin que nous puissions contrôler l'action gouvernementale. Dans ce cadre, au moment où je vous tends la main, je dois être aussi humble de pouvoir laisser tomber ma grandeur et de m'entendre avec vous. Mais si je veux toujours exuder ma grandeur, vous n'allez pas accepter de suivre et je vais perdre le siège là. Et en ce moment,
ça va fragiliser. Bon, au moment où moi, je n'arrive pas à me positionner là-bas, à gagner là-bas, vous ne gagnez non plus, qui gagne? C'est l'autre. Donc ça veut dire que ce que vous avez évoqué tout de suite, on risque d'avoir maintenant un Gbagbo qui revient, un Ouattara qui revient Bien encore sûr. conquérir la majorité au Bien Parlement. sûr. Et là, Le boulevard sera devant lui. Il pourrait en faire tout ce qu'il peut faire. Voilà, là où la coalition était nécessaire et indispensable. Et que des gens devaient taire leur ego et pouvoir concéder à tous les partis une certaine notoriété, une certaine densité, tout comme si la seule voie que je gagnais était une voie de plus pour m'installer. Alors, de toute façon, est-ce que le fait pour l'opposition d'aller en rang dispersé est une aussi mauvaise chose du moment où les différents candidats ne font pas campagne l'un contre l'autre finalement? Oui, c'est la stratégie. Ça dépend de la stratégie mise en place par l'opposition. Est-ce qu'il faut se soutenir malgré peut-être que je suis... comme il vient de le décrire, M. Kandom, c'est Kantom. Kanitom. Et comme vient de le décrire, si aujourd'hui le FPI sait qu'il n'est pas représenté, il n'est pas représenté dans un milieu, parce que les députés, vous savez, c'est les circonscriptions. C'est les circonscriptions. Donc, s'il n'est pas implanté dans une circonscription, il pouvait appuyer l'autre à ce qu'il puisse gagner et après se mettre en coalition pour pouvoir avoir une majorité, du moins de blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, là, ça dépend de la stratégie de l'opposition, surtout la stratégie qui concerne les campagnes, au temps des élections. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que le parti au pouvoir va faire tout pour avoir une majorité. Donc, nous sommes en politique, vous n'êtes pas sans savoir que pour affaiblir l'opposition, ce n'est pas seulement dans les urnes. Il y a aussi des moyens mis en place, des stratégies mises en place, des communications mises en place pour pouvoir diviser l'opposition et pouvoir régner, à trouver de la majorité. Donc aujourd'hui, le parti de Alassane Ouattara ne va pas se contenter seulement de faire la politique ou bien de faire les campagnes pour gagner seulement les élections, mais il va mettre en place des stratégies pour pouvoir fragiliser ses adversaires. Et c'est maintenant l'occasion pour les partis d'opposition de comprendre que le pouvoir a ses moyens. Et d'ailleurs, il y a des moyens financiers, beaucoup de moyens qui vont être mis en place. Et aujourd'hui, la politique congolaise nous apprend que malgré que vous ayez cette majorité, on peut encore pêcher, même au niveau de l'Assemblée, pour pouvoir avoir cette majorité aujourd'hui. Ce que nous traversons là-bas en Côte d'Ivoire est très dangereux parce que l'opposition risque de s'annihiler pour toujours. Les petits partis aujourd'hui qu'on écarte font l'objet de l'achat de conscience parce que mais si tant qu'ils ont la conviction, on ne devrait pas les acheter. Non, parce qu'on ne crée pas un parti pour devenir un satellite d'un autre parti. Ils ne peuvent pas être satellitaires. Ben, ils peuvent être indépendants aussi. Hein. Et s'ils sont dépendants, ils peuvent être indépendants. Et d'ailleurs, ce clivage-là permet une voie d'exploitation par le gouvernement en place pour dire voilà, les gens qui ne s'entendent pas ne peuvent pas vous diriger. Ça augmente également. Mais n'oublions pas que c'est le peuple qui vote ces députés. Bien sûr. C'est lui qui va décider. À la pause et on reviendra après le journal.